Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Beaucoup de sujets dans l'actualité. Il y a par exemple aussi le retour d'Adrien Quatennens. Est-ce que c'est possible en fait qu'il revienne? Lui souhaiterait visiblement revenir. Il y a, je le disais aussi, la mascotte des JO 2024 fabriquée en Chine, en grande partie à 80%, ou encore la mixité scolaire. On l'évoquait tout à l'heure puisque le ministre de l'Éducation veut de nouveau la favoriser. On l'a évoqué aussi avec Marion Maréchal. Vous pouvez réagir 0826 300 300. Et Éric Revel, Lydia Guirousse, il y a aussi cette question de la fin des ristournes. Donc pour l'essence, bien sûr, les 30 centimes ce soir, d'où les files d'attente, les queues qui sont revenues, parce que certains vont évidemment faire le plein avant, parce que le litre va exploser. On ne peut rien faire autrement, différemment, dans la politique, la stratégie qui est menée, Éric Revel? Il y avait une autre piste, elle a été évoquée par l'auditeur tout à l'heure, c'est de baisser la fiscalité sur l'essence. Je vous rappelle quand même que c'est le prix d'un litre d'essence ou de gasoil, c'est 60% de taxes. Ouais. Donc il y avait la possibilité, pourquoi pas, de baisser cette TVA, cette fiscalité. Et d'ailleurs, ce qui sera très intéressant, mon cher Patrick, à faire comme calcul, si je peux me permettre, c'est ce qu'a coûté le bouclier tarifaire dont la part revient à l'État, et ce que va lui rapporter l'augmentation du prix du litre d'essence avec la fin de la ristourne. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous faites 60% sur, mettons, 1 euro pour un litre, vous récupérez 60 centimes. Mais si le prix, il passe à 2 euros, vous récupérez 1,20 €. Ça veut dire qu'en réalité, je pense qu'au bout du compte, l'État va largement gagner plus d'argent une fois que le prix de l'essence aura augmenté, avec la fin de la ristourne et avec l'augmentation du baril, que ce qu'a coûté le bouclier tarifaire étatique en France, bien sûr. Vous croyez que... écoutez, oui, parce que le bouclier tarifaire, il s'arrête. Oui, c'est vrai. Mais la fiscalité, elle va continuer. Alors, le bouclier tarifaire s'arrête pas pour tout, parce que... Non, je parle de l'essence. De l'essence, oui, parce que c'est ça. Non, mais sinon, ça, sur le gaz, sur une période, sur l'électricité... C'était sur une période, il y a donc la question de la fiscalité, mais il faudra faire le calcul d'ici 2 mois ou 3 mois, ce que ça a rapporté à l'État. Je compte sur vous. Et puis, deuxième chose, je pense qu'il y avait une mesure aussi qui aurait pu être mise en place, c'est une plus grande sélectivité. Une plus grande sélectivité, suivant vos revenus, etc. Vous n'avez pas la même difficulté à remplir. Non, mais c'est compliqué, oui, mais bon, c'est compliqué, mais il y a des gens, des agriculteurs, des gens qui habitent en région, qui ont l'obligation d'avoir 2 voitures pour aller bosser. Pour aller travailler. Quand vous êtes installé à 40 km de la grande ville ou de l'agglomération, parce que les loyers étaient un peu moins chers, et c'est normal, vous vouliez faire construire votre maison ou avoir un logement un petit peu plus grand pour votre famille, c'est vrai que ça compte, quoi, les pleins. D'autant qu'il y a moins de diesel, d'autant qu'à l'électrique, on n'y est pas encore. Mais concrètement, même si on consomme moins aujourd'hui. Concrètement, comment on met ça en place? Est-ce qu'on montre une carte? Est-ce qu'on montre son avis d'imposition une fois qu'on arrive à la station-service? C'est assez difficile, mais je partage ce que disait Éric Revel. Je pense que c'est, au fond, une bonne opération pour l'État, une opération financière, à mon avis, avec la taxation. Mais ça va être explosif d'un point de vue politique et social. Et social, oui, bien sûr. Je ne sais pas si les Gilets jaunes pourraient se remobiliser autour de ça. On l'a beaucoup évoqué ces derniers jours. Carburant et l'alimentation qui est de plus en plus chère, ça commence à être très compliqué pour beaucoup de Français. Je ne sais pas si le gouvernement pourra faire l'économie d'une nouvelle ristourne pour essayer de garder des tarifs qui sont à peu près acceptables. D'ailleurs, puisqu'on parle d'automobile, vous remarquerez que le gouvernement essaie d'éteindre toutes les étincelles précisément qui pourraient mettre le feu à la grogne sociale. La prise de position d'Elisabeth Borne sur ne pas passer à 110 à l'heure sur les autoroutes, pour moi, c'est dans ce sujet. Oui, mais parce qu'en fait, on peut penser ce qu'on veut du 110 ou du 130 sur l'autoroute, mais je pense que le gouvernement essaie de ne rien allumer comme flamèche qui pourrait enflammer le tissu social. Et vous vous souvenez que sur les 80 ou 90 à l'heure sur les nationales, ça avait été déjà un sujet que Édouard Philippe avait porté longtemps. Donc Elisabeth Borne, dans le climat social qui est le nôtre, avec la fin en partie des ristournes, notamment chez Total, le gouvernement fait très attention à ne pas mettre le feu. 0826 300 300, 7h50 sur Sud Radio. C'est Jean-Noël de Villeneuve-Loubet qui est avec nous. Bonjour Jean-Noël. Oui. Bonjour Roger Petit, bonjour à tous vos auditeurs, bonjour Éric Revel, que j'avais eu la joie et le plaisir d'échanger sur l'aéroport de Nice il y a 3-4 mois. Alors dites donc. C'est vrai, se rappeler, on avait échangé, tout à fait. Bon. Oui, non, je voulais intervenir sur ce sujet-là, sur la mixité par rapport à la scolarité. Mais sauf erreur de ma part, le ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Ndiaye, ses enfants sont dans le privé.
Oui, à l'école alsacienne, c'est ce que disait Elisabeth Lévy tout à l'heure. Sauf, je ne sais pas, il n'a pas confirmé ou infirmé s'il avait effectué un changement à la rentrée, mais oui, c'est vrai. Tout à fait. Et en d'autres, dans certains milieux bien aisés, bien confortables, les enfants ne sont pas dans une certaine mixité. C'est vrai qu'on veut la mixité pour une certaine catégorie de Français, seulement pour ça, pas pour une autre petite partie infime français qui, eux, ont droit à certains lycées comme Louis-le-Grand ou d'autres choses. Et là, le problème, il est là. C'est un gros problème, la mixité sociale, parce que vous avez dans des lycées publics, malheureusement, c'est l'enfer. Il faut voir les professeurs, il faut voir les élèves, il faut voir ce qui en ressort de toute cette problématique-là, qui fait que notre éducation aujourd'hui, elle est aujourd'hui à la cave, et la prochaine étape, c'est la grotte. C'est ce que je voulais dire. Ouais. Restez avec nous. Restez avec nous, Jean-Noël. Avec vous, Lydia Guirus, vous l'avez évoqué en fait tout à l'heure. Évidemment. Sur le papier, tout le monde voudrait qu'il y ait une bonne mixité scolaire et que ça fonctionne bien sûr. En revanche, dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. C'est comme la mixité dans l'habitation. On a tous envie qu'il y ait plus de mixité, mais à l'école, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des écoles qui sont devenues de vrais ghettos, où il y a une concentration des difficultés, où les professeurs passent leur temps, ils n'ont pas d'autre choix que d'être des gendarmes, en fait, et l'heure de cours devient quelques minutes de cours. Donc, dès qu'on peut, on essaye d'échapper à cela et d'amener ces enfants. Et je trouve que c'est tout à fait normal et sain de la part de parents d'essayer d'éviter ce type d'établissement. Alors que le ministre appelle à plus de mixité sociale, c'est très bien. Moi, j'entends ça depuis des années, pour pas dire quelques décennies. J'étais élève à Roubaix, j'entendais déjà ce type de discours. Vous avez été favorisé ou pas par ça, vous, Mes Lydia, parents ont mis... moi, j'ai connu l'école privée et j'ai connu le public, un très bon public qui a périclité très rapidement. Et ensuite, j'ai été dans le privé pendant 2 ans au collège. Il y a quand même des bons publics, heureusement. Il y a eu, mais très rapidement, il avait décliné. Il a fallu mettre en place des stratégies d'évitement, et c'est ce qu'ont fait mes parents, et je les en remercie encore aujourd'hui, parce que j'ai pu... Évitement, pourquoi ? Évitement pour éviter le collège qui était classé ZEP et qui était devenu un collège poubelle, où il y avait de la violence, où il y avait de la délinquance, où moi j'ai assisté à des scènes où des professeurs se sont fait agresser. Je me souviens d'une professeure d'histoire-géographie qui écrivait au tableau et un élève a lancé du fond de la classe une pile, vous savez, ces grandes piles carrées plates, et c'est arrivé à 5 cm de sa tête. Elle aurait pu avoir un accident et vraiment être gravement blessée. J'ai vu des professeurs s'enfermer dans l'armoire tellement elles étaient tétanisées. S'enfermer dans leur armoire. Oui, et donc il a fallu s'échapper de cet établissement très rapidement. J'ai eu la chance de pouvoir le faire, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient investis, et je crois que le problème aujourd'hui, c'est la situation dans laquelle est l'éducation nationale. On touche le fond. Alors une partie des professeurs, mais il y a beaucoup de profs extraordinaires, et moi ils ont envie de continuer. Oui. Je remercie ceux que j'ai pu croiser, mais il y a une autre partie de professeurs qui sont pétris d'idéologie, d'égalitarisme, et qui tirent tout ça vers le bas, et ils font qu'on est dans cette école publique qui est en état de délabrement avancé, et dès qu'on peut, on s'échappe. Éric Revel. Et l'école privée, même les familles non catholiques sollicitent l'école privée catholique aujourd'hui. Oui. Bon, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que dit Lydia, et je vais vous dire, moi je suis d'une génération un peu plus ancienne qu'elle. Et c'est vrai que l'école publique s'est dégradée assez rapidement. Moi j'étais dans un lycée populaire à Nanterre, pour ne pas le citer. On n'avait pas... À mon époque, on n'avait pas tous ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'était un énorme lycée public qui s'appelle le lycée Joliot-Curie de Nanterre, vous voyez. Il y avait, 2000 élèves. Il y avait de la mixité scolaire qui existait. Il y avait de la mixité qui sociale, fonctionnait à peu près pour l'ascenseur social. Oui, bien sûr. Il y avait de la mixité sociale aussi dans ces lycées populaires, mais on n'avait pas, on n'assistait pas aux scènes auxquelles on assiste aujourd'hui. La discipline était respectée. Quand vous aviez un avertissement, une réprimande, vous rentriez chez vous le soir pour dire à vos parents, c'était pas simple. On n'était pas des anges. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il y avait un respect de valeurs qui était encore sur la table. J'ai l'impression que toutes ces valeurs, elles ont été
été balayés. Exactement. Et donc la génération de Lydia, elle a vu cette dégradation rapide de l'école publique. Et quand il y avait une sanction de la part des professeurs, parce qu'il y avait un manque à la discipline ou au respect, eh bien la sanction était aussi soutenue par les parents, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a régulièrement des faits divers avec des parents qui vont agresser des enseignants. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il faut remettre dans le bon sens. Et c'est vrai que si l'école ne retrouve pas le chemin de la discipline, de la rigueur et de l'exigence, qui sont devenus absolument tabous pour beaucoup de professeurs, on ne réussira pas à sauver ce qui faisait notre fierté. Oui, absolument. Merci. Et il faut la foi pour certains enseignants, bien sûr, pour pouvoir continuer dans ces conditions, parfois. Alors, il y a des endroits où ça va quand même, on réussit, mais complexe. Dans un instant, mettez-vous d'accord, vous continuez. Christine Bouillot, donc avec les débatteurs, vous pouvez réagir aussi sur l'actualité, bien sûr. Et puis ensuite, Denis Brognard qui sera invité des médias, de la partie média avec Gilles Gansman pour le foot sur TF1. Jean-Jacques Bourdin, ensuite André Berkoff ce midi. Jean-Jacques Bourdin notamment qui posera cette question, qui est le titre d'ailleurs d'un livre. Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? 8 milliards sur Terre et 2 milliards de plus à venir. Il est 8h57. Passez une très bonne journée.